Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 octobre 2019. Alors aujourd'hui, je vous parle, j'allais dire du film de l'heure, mais déjà, l'effet d'enthousiasme, l'effet de masse commence à se dissiper. La preuve, nous étions dans une salle de cinéma importante du centre-ville de Montréal. Nous étions que quelques-uns à peine à voir ce film qui a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise en septembre dernier. Le Joker. Alors, nous étions dans une salle quasi vide et les dernières rangées, après les gens assis dans les dernières rangées de la salle du fond, après la projection du film, il y a eu quelques timides applaudissements qui ont vite été, je dirais, vite réprimés parce que, d'abord, c'est un peu absurde d'applaudir un film. Selon moi, c'est un peu absurde qu'on applaudisse une performance vivante d'un comédien qui va recevoir. Mais là, on applaudit des images. J'étais accompagné de mon épouse, de ma compagne, de ma femme, Fabienne Rock, qui, elle, a profondément détesté le film. Les raisons que Fabienne a évoquées, elles sont toutes bonnes. C'est pas à moi ici de les énumérer, ni d'en faire un descriptif. Mais moi, j'ai eu de très, très, très grosses réserves. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais souligner les points qui m'ont paru intéressants, les points qui ne le sont pas, mais ma réflexion sur le cinéma et sur les téléséries, en plus, qui est devenue la norme. Il y a le cinéma, ça existe depuis un bon moment. Hein. Le cinéma industriel, dis-je, tel que nous le connaissons, ça existe depuis un bon moment. Il y a des permutations à ce cinéma-là. Le jeu vidéo, les téléséries. Les téléséries, ce que je vois autour de moi, ce sont des gens qui sont littéralement happés par les téléséries et qui bondissent d'une... En fait, ils sont dans un état d'hypnose, ce que j'appellerais une hypnose, pas numérique, mais une hypnose assurément où la vie passe. Hein, la vie passe et soir après soir, l'industrie de la télésérie est extraordinairement créative. Les meilleurs scénarios, les meilleurs comédiens, les meilleurs preneurs de son, d'images. Ce qu'il y a de mieux dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo, se précipite là, dans les téléséries. Alors, il y en a deux. Et c'est infini comme on fait enfin éclater le format ordinaire d'un film, qui, dans le meilleur ou dans les pires des cas, peut durer 3-4 heures. Là, c'est plus possible de tenir dans une salle. Ce n'est pratiquement plus possible de tenir dans une salle de retenir dans une salle des centaines de personnes. Plus de 2 heures, selon moi. Je pense qu'après ça, la capacité de recevoir des images industrielles, on arrive à saturation. Là. Bon. Alors, c'est toute l'industrie. Moi, mon problème que j'ai, c'est que notre imaginaire est colonisé par des fabrications industrielles de haut niveau. Ce que les publicitaires appellent le temps de cerveau disponible. Hein? Il faut occuper le temps de cerveau disponible. Et c'est bien là d'une occupation dont il s'agit. Et que le divertissement, l'industrie du divertissement, c'est peut-être le fin mot du capitalisme post-industriel, n'est-ce pas? Bon, vous allez dire que je vais loin là-dedans, mais j'ai éprouvé tout le long du film. Bon, je vais finir par vous parler du film, mais je pense que si nous désirons avoir une vie de l'esprit, hein, c'est-à-dire, c'est quoi une vie de l'esprit? C'est-à-dire, on réfléchit, on fabrique ses propres images. Vous voyez? On est à la fois le caméraman, le réalisateur, on est à la fois le script, on est à la fois l'acteur principal, puis même, pourquoi pas, si on a assez de générosité, un rôle secondaire dans l'imaginaire d'un autre. Si on ne se met pas au cœur de sa propre production, n'est-ce pas?
qu'on n'invente pas sa propre vie et ses propres images. La poésie est là pour ça. La poésie, les grands poètes sont de grands fabricants d'images. Mais ce sont des images intimes qu'on recrée par notre propre imagination. Et nous pouvons, nous, acteurs, producteurs, réalisateurs, on peut créer son propre cinéma, son propre imaginaire. Et le but ultime du cinéma de masse industriel, dont le Joker est sans contredit dans le genre une réussite, c'est de nous empêcher d'être souverains dans notre propre imaginaire. Bon, là, au juste, l'histoire, vous la connaissez, on la connaît tous. J'ai entendu des gens autour de moi qui l'ont vu quelques fois, qui ont porté, qui considèrent que ce film-là est un chef-d'œuvre absolu. Pour ma part, je le mets dans la catégorie divertissement post-industriel, post-historique, post-capitaliste, de bonne tenue, sans plus. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix dont on a... Il y a des éléments intéressants, là. Il y a des éléments intéressants. Je vais éliminer tout de suite les deux éléments, je ne dis pas les plus intéressants, mais sur lesquels on peut s'entendre aisément, là, la trame sonore et l'image. Bon. C'est quoi au juste? On la connaît, c'est l'histoire d'un aliéné qui traverse une crise psychotique et qui finalement se libère en commettant des meurtres. Hein? Il cesse d'être une victime, il devient à son tour un bourreau, et il devient une figure messianique, libérateur de peuple. Mais c'est un psychopathe à la base qui tue par inadvertance. Hein? On lui met une arme entre les mains, quelqu'un qui lui aurait envie de tuer quelqu'un, lui remet une arme entre les mains, en sachant, et lui s'en défend, il dit non, moi j'ai pas le droit d'avoir une arme. Évidemment, il y a 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Seul le véritable fou estampillé fou n'a pas le droit d'avoir une arme. Tous les autres ont le droit d'en avoir, sauf celui qui a été identifié et stigmatisé psychotique. Lui, on ne lui remet pas une arme entre les mains. Mais les vexations, les souffrances, toute sa vie, il dit à un moment donné, je n'ai pas connu une seule minute, je le cite là à peu près, j'ai jamais été une minute heureux dans ma vie. Et pour cause, hein? Alors ça se commence, on connaît l'histoire, ça débute au début des années 80. C'est quoi le début des années 80? Le début des années 80, c'est Reagan, c'est Thatcher, c'est la main basse d'une économie par une clique, dont le maire de Gotham City, qui est au fond la ville de New York, tout le monde l'aura reconnu, qui lui est le pur produit de ça. Hein? Si on veut, le volontarisme peut nous permettre de sortir de notre condition. Alors c'est une métaphore. Moi, quand je vais vous dire tout de suite, je vais aller droit au but. Quand à Venise, il a reçu le Lion d'Or, ce film-là, le Joker, mon premier réflexe, ma première réflexion, bonjour. Permettez, j'en ai quelques... Avez-vous besoin de moi? J'ai pas compris. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Non, je vais juste donner votre courrier. Ah, mettez-le sur le comptoir, merci. C'est le facteur. Merci, monsieur. Le facteur sonne toujours deux fois. Alors donc, quand il a obtenu le Lion d'Or à Venise, je me suis dit, le Joker, c'est clair, c'est Trump. Pour moi, le raccourci s'est fait tout de suite. C'est une métaphore et de l'Amérique et du président américain. Eh bien, à la fin du film, quand... on s'en fout, tout le monde va l'avoir vu, alors je peux bien vous révéler tout ce qui se passe. À la fin du film, finalement, la ville de Gotham City est à feu et à sang parce que le clown est devenu la figure du clown. La figure de celui qui porte un masque est devenue emblématique des souffrances des pauvres, des aliénés, de la femme noire qui apparaît, en fait, qui est la trame, qui est quasiment la femme noire, la femme noire apparaît sans arrêt dans le film. Et elle est sans doute la figure ultime
racisé, comme on emploie la terminologie aujourd'hui, de la victime absolue. Hein? Même tous les efforts qu'elle fait pour s'en sortir, que ce soit la première travailleuse sociale, la première séquence, pas l'amoureuse, parce qu'il n'y a pas d'amoureux, il ne vit pas une relation d'amour avec sa voisine, qui élève seule sa fille, deux femmes noires, et à la fin, l'infirmière, qui va, on présume qu'il va assassiner, parce qu'il quitte le couloir et il laisse des traces de sang là, sur le plancher. On présume. Mais là, de toute façon, il est rentré dans la jouissance du meurtre. Là. Et il tue sans... Il tue sans remords. Il est devenu... Et c'est là qu'il devient, en quelque sorte, l'incarnation du mal, c'est-à-dire le Joker. Mais à la fin, quand il se retrouve sur le capot de la voiture, la ville est à feu et à sang, et là, tout le monde reconnaît qu'il est le fameux tueur des 3 gars là, de la firme d'investissement. Et là, on reconnaît qu'au fond, c'est le nouveau boss de Gotham City. C'est lui le nouveau président de la ville. C'est lui le vrai boss, finalement. Alors qu'il soit incarcéré par la suite, qu'il soit en asile psychiatrique, son pouvoir demeure intact. C'est un pouvoir symbolique, c'est un pouvoir non pas de nuisance effective, mais c'est l'exemple absolu du mal qu'on a réussi à contenir, mais qui continue quand même à provoquer ces effets délétères. Alors, résumé de l'Amérique, résumé de la présidentielle américaine, assomption de la violence qui devient... nos sociétés sont fondées par un crime en commun et sont maintenues par un système de violence symbolique. Alors, lui, il recrée un nouvel ordre, mais on comprend bien que ce nouvel ordre-là va être le même. Alors, le spectateur, dans la salle, va éprouver une catharsis, avoir tout à coup ce déchaînement pulsionnel de violence, mais ça ne sera pas un incitatif à sortir dans la rue et à tout casser. Ça va être un incitatif à rester bien assis, confortablement, dans le fauteuil et à se repaître à la fois d'affects négatifs et à la fois de pulsions qui s'enroulent sur elles-mêmes comme un serpent qui se dévore la queue. Alors, c'est un signe d'impuissance. C'est le signe de l'impuissance. C'est le signe aussi qu'on ne peut pas arriver à quelque chose. Dans une certaine manière, c'est un film parfaitement nihiliste. Là, je vous livre en vrac mes impressions. Vous avez compris que j'ai beaucoup de réserves quant à ce film. Bon, il y a des moments, on pourrait dire, le cinéma de masse industrielle a ses codes, a ses canons. On aura aisément tous reconnu Taxi Driver, quand Arthur, dans l'ascenseur, fait mine de se flamber la cervelle. On reconnaît Robert De Niro, qui va finir par être assassiné. Robert De Niro qui finalement... lui aussi un genre de héros négatif. C'est ça le thème. Il se venge des politiciens corrompus. C'est comme une suite de Taxi Driver. On aura reconnu évidemment Vol au-dessus d'un nid de coucou où il tue de la même manière. Mais là, il tue sa mère. Mais dans Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, on comprend bien le lien oedipien qui unit le personnage dont le nom m'échappe, là, et finalement, c'est l'Indien comprenant qu'il n'y aurait pas d'issue. Il n'y aura pas d'issue. Il a été lobotomisé par, j'allais dire, sa mère, l'infirmière. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez le truc. Alors, c'est truffé de clins d'œil, de références à d'autres films, comme les lettrés du 17e siècle, du 18e siècle, étaient à peine quelques centaines, mais ils pouvaient reconnaître, et les livres vraiment qui comptaient étaient en assez petit nombre,
Et il pouvait reconnaître une citation de Cicérone ou de Plutarque ou de Tacite sans le guillemet ni la référence. Hein. Les livres étaient mûris, étaient réfléchis, étaient lus. Mais il était quand même moins important que les jeux de la politique, et les jeux de l'amour, et le jeu des échecs, et la chasse. Il faut replacer les choses dans le contexte. Les gens s'occupaient, il y avait de la culture, évidemment, mais et ils pouvaient sans peine. Alors, ce cinéma-là, où il y a j'allais dire, des hommages collages, hein, tout le monde, personne ne va dire, ah oui, il a plagié sur Taxi Driver. On comprend la référence, c'est implicite, on comprend la référence et on pourrait même dire que ça ajoute, on peut même réfléchir là-dessus, on pourrait même dire que ça ajoute au plaisir. Un élément intéressant, et là je trouve assez étonnant qu'on juge que c'est une performance d'acteur exceptionnelle, c'est ce qu'il fait avec son propre corps. C'est peut-être l'élément le plus intéressant de ce film, c'est la chorégraphie et c'est le corps exposé, le corps nu, le corps douloureux, le corps cassé, le corps crispé, le corps tordu, blanchâtre, une séquence dans son vieux caleçon, mais quand il se met à... Tout à coup, quand il commet ses premiers meurtres, son corps se métamorphose. Et c'est là, et ça, faut admettre ici, c'est bien réussi. Mais est-ce que faire des gestes de... Cent fois répété, 100 fois joué, 100 fois incarné, est-ce qu'habiter son corps ou le corps imaginé fait de nous un bon comédien? Et c'est là aussi on revient au corps du spectateur, je dirais, qui est captif dans la salle de cinéma, qui est captif et qui ne bouge plus, le corps ligoté. Hein? Quel a été quel est le rapport à votre propre corps quand vous regardez un film ou une télésérie? Vous êtes avachi, là, pendant des jours et des jours, vous suivez des épisodes à la suite, là, dans une espèce de... Et là, vous vous couchez le soir, la cervelle truffée de carambolages, de cervelles répandues, de scènes de sexe que peut-être vous ne vivez plus. Qu'est-ce que vous faites avec votre propre corps quand vous l'offrez comme ça, j'allais dire, en pâture, en sacrifice, devant cet écran cannibale, devant cet écran qui va vous dévorer, n'est-ce pas? Qui va dévorer votre vie, qui va dévorer votre temps de vie, votre temps de réflexion. Alors, ça, je dois admettre que j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, ça nous ramène à notre propre corporéité. Corporéité. Ouais, voilà. Et l'espèce de chorégraphie. Bon, rire sans relâche parce qu'on souffre d'un trouble nerveux. Le rire du Joker aussi. Vous le savez, Heath Ledger a interprété le Joker. Il est mort d'une surdose. Jack Nicholson, hein, pour revenir à One Flew Over the Cuckoo's Nest, a également interprété le Joker. Et là, c'est tout à coup, on assiste à l'enfance malheureuse d'un génie du mal innocent, en quelque sorte. De très grosses réserves. Ma compagne, comme je l'ai dit en début de vidéo, a détesté ça. C'est à elle à expliquer les raisons, mais je la rejoins assez sur les grandes lignes. Mais l'autre phénomène qu'à mon avis n'a pas été suffisamment analysé, et je pense que là, on est dans l'hypnose numérique, hein, en quelque sorte. Tout le monde a aimé ce film-là, et tout le monde est allé le voir, nous inclus d'ailleurs. Ben, ça, c'est moi qui ai insisté. Mais comment on peut se laisser emporter comme ça? C'est ça aussi la culture de masse industrielle. C'est une capture, pas juste de l'esprit individuel, mais de l'esprit du plus grand nombre de gens possible. Ce qu'on appelle un succès au box-office. Hein? Le box-office, c'est qui est dans la boîte, là? Hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
On serait curieux, en tout cas moi je serais curieux d'entendre ce que Zizek a à dire là-dessus. Sans doute il va en faire une métaphore probablement de l'Amérique. Un monde de fous où les aliénés, ben, c'est ceux qui réussissent pas à s'adapter. Il y a peu d'humour dans ce film-là, on rigole pas. Le second degré est, à mon sens, quasi absence, hormis dans les collages hommages référentiels à d'autres films. Là, j'en ai nommé que 2. Mais je suis certain que quelqu'un qui se donnerait la peine, ce qui n'est pas mon rôle dans la vie, de décrypter, de décrypter séquence par séquence, plan par plan, et de faire les rapprochements avec d'autres grands classiques du cinéma américain, trouverait plusieurs autres références. Et c'est un film de référence, finalement, à la limite. Un film second degré, mais dans la littérature, on a la paralittérature, on a la littérature qui a de la littérature à l'intérieur de la littérature. Il y a des renvois subliminaux à d'autres textes fondateurs. C'est un procédé qui existe déjà depuis un bon moment en littérature. Au cinéma, ben, on intègre toutes ces formes de structure, on intègre toutes ces manières de raconter une histoire. La narratologie, eh ben, les grands scénaristes ont intégré certains grands canons, neufs parfois, de la narratologie, dis-je. Je pense qu'il faut revenir à Godard, au fond. Hein? Tout ça pour, je vais conclure là-dessus. Godard qui refusait ce cinéma-là industriel, culture de masse, qui le refusait, qui voulait créer quelque chose d'autre. Toujours vivant, toujours parmi nous, Godard. Il doit être assez... Je sais pas, c'est quoi son sentiment, qui est peut-être le dernier grand réalisateur encore vivant. Très certainement, peut-être. Et ben, on va lire Zizek, on va entendre, on va lire ce que Zizek en dit. Bref, vous aurez compris, il faut remettre sa propre imagination en mouvement. Il faut recréer une vie de l'esprit qui est propice, s'entourer de livres, s'entourer de silence. Ne pas hésiter à ne pas aller voir certains films, dont celui-là. Voilà. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. J'avais d'autres choses à vous dire, mais bon, j'ai livré en vrac, comme à l'accoutumée, mes impressions. Je ne suis pas obligé de faire une thèse de doctorat. Je vous dis ce que j'en pense. C'est un peu décousu. Mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Le décousu fait partie de la vie. Et un corps vivant, ben, c'est un corps qui se met... Est-ce que je vous fais une imitation du rire du Joker? Je pourrais... Mais j'entends du studio Fabienne, tu dis non, imite pas le Joker, surtout pas. Non, imite pas le Joker, surtout pas. Mais je pourrais. Allez. Non, t'inquiète. Bonne journée à tous, merci.